Et bonjour à tous et bienvenue sur le 3e épisode de l'Entre-deux-Dés, un podcast consacré à tout ce qui touche de près ou de loin au jeu de rôle, avec à chaque fois un invité pour discuter d'un sujet en particulier, le tout dans une ambiance chill et détendue comme il se doit, vous commencez à connaître la rengaine. Et puisqu'aujourd'hui on va parler des actual plays, j'ai décidé d'inviter Goldie de la chaîne Les Dés sont jetés, une chaîne YouTube où il me jette bon nombre d'actual plays divers et variés, mais pas que. On parlera dans quelques instants, mais pour le moment, eh bien bonjour à toi Goldie, cela me fait très plaisir de te recevoir dans cette émission. Coucou. Merci pour l'invitation. Et écoute, ça fait avec grand plaisir, hein. De toute façon un peu la boucle est bouclée, parce que tu m'avais déjà invité justement à participer à un des actual plays. Je sais pas, c'était pas il y a pas si longtemps que ça, mais je me rappelle, on avait discuté. Ça fait un petit moment, parce que c'était pendant la saison 2, je crois, quasiment sur le début de la saison 2, et derrière, là, vu que ça fait un peu plus d'un an à peu près un an qu'on est en pause sur la saison, tu vois, ça doit faire un an et demi à peu près. Ouais, c'est ça, oui, je crois. Ouais, on avait parlé de mon millier d'abonnés, je me rappelle. Ça. Oui, et ça date un peu. Ça date, il nous a largement dépassé. Monsieur nous a eu une pinule en abonnés. Et alors du coup, pour et Goldie aussi, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous l'avez vu aussi dans le JDR qui est passé, mais pour les quelques personnes qui débarqueraient, sortiraient de la grotte. Ceux qui suivent pas là au fond de la salle. Voilà, ceux qui les cancres. Est-ce que tu pourrais nous présenter, nous parler un peu de ta chaîne dans un premier temps? Oui, effectivement. Donc la chaîne Les Dés sont jetés. Donc effectivement, je suis le MJ sur cette chaîne, petite chaîne de JDR avec une campagne principale, avec 2 saisons pour le moment et le lancement de la 3e saison à partir de septembre. Et puis quelques one-shots originaux aussi. On a du South Park, du Kick-Ass, du Ghostbusters, de la mythologie grecque, du Captain Tsubasa aussi qui est sorti dernièrement avec super invités. Et toujours une recherche en termes de règles pour créer un lien. On essaye toujours de faire un minimum le lien avec le matériau d'origine, l'inspiration de films, de séries, etc. Et puis on a aussi un nouveau MJ qui est arrivé sur la chaîne aussi dernièrement pour un format sur du Monster of the Week, très sympathique. Et on a aussi des plus petits formats dédiés sur des conseils JDR où on a relancé une série dernièrement sur des méthodes de création, d'organisation et d'interprétation pour les MJ et les joueurs. La prochaine d'ailleurs sortira jeudi prochain sur quelques conseils d'interprétation, je crois, si je me trompe pas dans mon calendrier. Le sacré calendrier. Alors oui, tu fais quand même pas mal de formats. Alors c'est une question un peu que je pose aussi. Alors la question de début, on va commencer à la reconnaître, mais du coup c'est une question que je pose un peu tous les confrères youtubeurs du YouTube Game. Ça a été quoi le déclic qui a mené à la création de ta chaîne en fait? Tu t'es dit, c'est comment t'es arrivé au point un jour où tu t'es dit, ah tiens mais vas-y je vais faire une chaîne YouTube sur ça? La rétrospective est un petit peu complexe quand même. Alors moi je fais du JDR depuis très longtemps. Je joue depuis mes 12 ans et j'en ai aujourd'hui 32, donc ça fait bien 20 ans. Et j'avais créé mon propre univers, je crois que j'avais peut-être 15 ans, j'avais commencé à le créer à ce moment-là. Et au moment où je commençais à l'avoir suffisamment développé pour pouvoir jouer dedans, j'ai mené une petite campagne avec des copains rôlistes aussi dessus et tout. Je crois que ça faisait déjà près de 10 ans que je l'avais créé. Et c'est le moment aussi où j'ai commencé à me percevoir que le jeu de rôle commençait à exister déjà sur internet par rapport à avant, puisqu'il n'existait pas. Et à plaire via des aventures, des critical role, des choses comme ça. Je me suis dit tiens, c'est un format intéressant, il y a des choses qui se font, il y a vraiment des outils qui se sont développés déjà pour permettre de le faire, puisque avant c'était un peu plus compliqué de tout de suite ramener des potes autour d'une table et puis de ramener x mille caméras pour prendre tous les angles, etc. Donc le digital est venu un petit peu aider tout ça, et puis j'avais surtout envie de raconter les histoires qu'on vivait de notre côté, qu'on trouvait trop cool, et puis faire profiter un max quoi. Donc je dirais que ça arrivait avec les premiers actual plays qui ont commencé à se démocratiser. Alors après on a mis un temps avant de se lancer aussi, le temps de trouver, de comprendre la technique, de scaler, de trouver les joueurs et joueuses, etc. Et puis après parti quoi. Et après l'aventure a commencé. Et après c'est parti en sbeul complet. En sbeul complet, on ne sait plus quoi faire.
Ah bah oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans le format des actual play, du coup, de prime abord Moi, avant tout, c'était pour raconter une histoire. Je suis un gros fan du fait de raconter des histoires. À la base, je faisais ça déjà, de prendre mon univers, de poser la carte devant des potes ou même mes neveux et nièces. J'adorais faire ça. Je leur posais une carte et puis je leur dis, tu me pointes un endroit sur la carte et moi j'invente une histoire dessus. Et vraiment, l'improvisation, la création d'histoire, moi c'est ce qui me plaît avant. Et donc du coup, pouvoir raconter une histoire, pouvoir créer en soi une histoire avec des joueurs que je trouve formidable, parce que tu viens avec une histoire de base en tant qu'MJ, et puis tu te dis en fait je vais coécrire une histoire et je sais pas du tout ce qui va se passer derrière, donc déjà ça de base, et puis pouvoir le diffuser, parce que je trouvais qu'on faisait des choses assez intéressantes de notre côté, donc pourquoi pas en faire profiter un maximum, quoi. Ça, il y a vraiment la notion un peu de partager, en fait. On va dire, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Puis tu vois, au fur et à mesure, je m'étais aussi mis à un petit peu théoriser certaines méthodes de mastering, etc. Donc tu te dis, tant qu'à faire, autant essayer aussi d'en parler et de faire profiter les gens qui se posent des questions, qui veulent se lancer, comment je masterise, quelle pression est-ce qu'il faut se mettre et laquelle il faut pas se mettre. Bref, il y a plein de questions qu'on peut se poser au début pour se lancer. Donc voilà, il y a aussi cette volonté-là de vraiment partager et d'inciter les gens à y aller le plus possible, quoi. Et surtout qu'en plus, l'actual play, ce qui est le gros effet positif, je trouve, c'est que ça fait quand même une sacrée belle porte d'entrée pour le jeu de rôle, parce qu'on peut voir du coup à quoi ça ressemble c'est clair. Parler, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est clair, puis t'as vraiment de tout, quoi. T'as vraiment pour plaire à tout le monde. T'as celui qui est juste une bande de potes autour d'une table qui se rassemble pour jouer full détente, sans vrais enjeux, avec des blagues à tout va, et voilà, ça c'est vraiment une bonne ambiance. Et puis t'as aussi les tables vachement plus immersives, avec un travail vraiment fait derrière sur l'immersion, sur la mise en ambiance, sur le roleplay, et donc du coup il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Et du coup, est-ce que... Alors, il y a un peu l'actual play et une partie, on va dire, une partie de JDR classique, enfin, alors, non filmée, normale, quoi, en somme. Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences entre une partie d'actual play, justement, et une partie de JDR normale, on va dire, que ce soit en termes de préparation, de jetage, de situation proposée, un petit peu tout le panel, tout le spectre, on va dire? Oui, clairement, il y a une grosse différence déjà sur le temps de préparation, parce que du coup, sur une partie de jeu de rôle autour d'une table, tu peux assez facilement venir à une séance, te dire oula, j'ai pas trop préparé, je vais écrire 2-3 lignes sur le coin d'une feuille, et puis je vais les lancer là-dessus, et puis on verra, et puis de toute façon je pourrais improviser sur le moment, j'avais ça grossièrement comme idée, donc on est parti. Alors que pour un actual play, franchement, si tu le prépares pas, ça se voit, quoi. Tu peux pas arriver comme ça en ayant rien préparé, en ayant tes descriptions qui sont faites à l'arrache, au dernier moment. Tu peux pas arriver en me disant on va peut-être jouer dans ce sens-là, ou peut-être dans un autre sens, tu vois, peut-être que les joueurs vont partir dans cette ville-là, ou peut-être qu'ils vont faire totalement autre chose. Non, t'essayes d'anticiper un peu tout ça aussi, parce que t'essayes aussi d'apporter du visuel sur tes parties. Donc du coup, t'as aussi ce côté-là, à travailler les rendus visuels, les rendus auditifs aussi, parce que là où jouer avec tes potes, pas forcément autour d'une table, mais même si c'est en ligne, tu peux avoir un micro qui est pas forcément d'une qualité top. Je trouve que dès que tu veux être sur de l'actual play, la base c'est vraiment d'avoir un micro d'une qualité impeccable, et donc pouvoir permettre aux spectateurs d'avoir une expérience optimisée, quoi. Donc ouais, il y a plein de différences. Les deux disciplines de mastering sont excessivement différentes entre juste masteriser sur table et masteriser pour un actual play. Il y a une notion de rythme un petit peu aussi à garder, en fait, on va dire. Ouais, carrément. Même si après il y a moyen avec le montage on va dire de couper un peu les temps morts, de redonner un peu du rythme, mais on va dire que bon, là où peut-être on peut vraiment s'arrêter dans une partie de jeu de rôle classique, on va dire, simplement parler d'un autre truc ou complètement faire un autre truc. Là, bon, il y a quand même un peu une certaine dynamique à garder, à préserver dans le cadre de l'actual play. Et est-ce qu'il y a des choses en actual play que tu ferais pas en actual play, que tu évites en actual play, mais que tu pourrais faire dans une partie normale, justement? Alors, déjà, me bourrer la gueule comme un gros porc. Non, je rigole. Ah là, envoyer des grosses caisses, là.
Oups. Non, mais enfin, je voudrais revenir sur le principe de rythme avant de passer à la question d'après que tu évoquais. Après, moi, tu vois, je parle de comment je conceptualise l'actual play, mais c'est vrai qu'il y a plein d'actual play qui existent et t'as des actual play qui sont moins montés que d'autres, qui sont peut-être un petit peu plus bruts, un peu plus classiques, comme tu peux retrouver quasiment presque autour d'une table classique. Il y a vraiment deux mondes, quoi. Pour moi, il y a les actual play. Bon, déjà, il y a l'actual play sur Twitch et l'actual play sur YouTube. Donc, déjà, c'est très différent. Là où je trouve où l'actual play sur YouTube, effectivement, comme tu dis, tu peux faire des coupes. Alors, on peut vraiment y aller comme des gros porcs, hein, sur les coupes sur YouTube, mais c'est pas vraiment l'objectif. Sur Twitch, là, c'est un exercice qui est peut-être un petit peu plus délicat quand tu veux avoir justement cette notion de rythme et garder l'attention de ton spectateur. C'est pas toujours très simple, t'as une notion de cliffhanger aussi que tu vas vouloir essayer de garder pour créer du suspense à certains moments. Et effectivement, là où tu vas avoir certaines parties un peu plus détentes, en mode comme moi je peux faire les jeudis sur ma chaîne Twitch où on est juste en train de jouer tranquille. Il n'y a pas de question de rythme, il n'y a pas de question de mettre ça sur YouTube, etc. derrière. Et puis il y a les parties où tu te mets un peu plus la pression, où tu essayes de gérer un rythme, où tu essayes de gérer aussi un rythme de partie, effectivement, pour pas passer une saison de 50 épisodes où au final on a juste parlé à un marchand et on n'a rien vu de l'aventure. Bah effectivement, comme tu peux voir chez des amis comme La Bonne Auberge, comme Table Quest, comme aussi Ethereum, etc. Bah du coup t'as une notion de rythme à avoir et t'as une notion d'écriture aussi au préalable de l'actual play qui est vachement primordiale. Oui, voilà, pour quand même il y a un peu une sorte de dynamique un peu spectacle un peu à préserver en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, du point de vue des joueurs, tu sais, t'as peut-être moins de différence aussi entre, par contre pour eux, entre une partie jouer en actual play et une partie classique. Quoique, il doit quand même en avoir une, puisque t'as quand même des caméras et la prise de conscience d'être regardé qui joue, mine de rien, sur le jeu que tu vas proposer. Oui, c'est ça. Puis même après, puis parmi les plus grands, il y en a qui sont devenus il y en a, c'est des comédiens de base aussi. Ouais, c'est ça. Pour les plus grands, gros et tout, si on cite Roll and Play par exemple, effectivement, c'est des comédiens à la base. Mais de base, on essaye toujours, je pense pas prendre de risque en disant ça pour mes camarades MJ, on essaye toujours de faire en sorte de mettre les joueurs dans une situation où ils sont une situation optimale pour jouer et qu'ils oublient un petit peu tout le contexte et tout le fatras que tu peux avoir autour qui est de l'ordre du tournage, quoi. Ouais, voilà. Et est-ce que aussi il y a peut-être, alors ça c'est une question un peu dans la continuité de la précédente, du coup, là, parce qu'on a réussi un peu à répondre aux deux, en fait, des choses un peu à éviter en actual play, dans une partie normale, avec notamment le fait tout simplement, on peut s'attarder, effectivement, peut-être pas 50 séances, mais on peut s'attarder à discuter avec le marchand. Ouais, t'évites les épilogues, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que il y a peut-être des trucs, j'y pense aussi, mais il y a peut-être pas une sorte de censure, mais il y a peut-être des trucs qui passent pas forcément, que tu peux faire avec des potes, ou etc. et tout, et tu te dis, bon là peut-être sur YouTube ou autre, etc., on va édulcorer un peu certains passages. Alors je pense que c'est un autre débat, mais je pense que le monde du jeu de rôle évolue aussi en ce sens. Il y a un certain nombre d'ouverture d'esprit aussi autour du jeu de rôle. Mais oui, évidemment, il y a une censure. Déjà sur vis-à-vis de YouTube ou de Twitch, hein, il y a des bad words, comme on va dire, on va les éviter au maximum. Politique YouTube oblige, effectivement, où après on va essayer de les intégrer de manière un peu plus dans la diégèse du personnage qui va parler. Par exemple, si on a un PNJ qui jure comme un charretier, on va essayer de le faire de manière un peu plus cohérente avec l'univers pour éviter de se faire striker aussi. Si on lâche un fils de succube, potentiellement il y a peut-être un peu moins de risques, tu vois. Donc il y a des petites astuces comme ça, tu vois. Bon, j'ai rien contre les succubes. S'il vous plaît, ne strikez pas ce podcast, les succubes. Non. Soyez sympa, on n'a rien voulu dire de méchant. Mais oui, effectivement, t'as toujours des choses comme ça, où t'as des blagues que t'essayes d'éviter. Je sais que je peux avoir... j'ai un joueur à ma table qui est très blague. Alors c'est bien, hein, c'est ma caution un peu blague et bonne humeur à la table.
mais il y a des fois où il y a certaines blagues où ça passe pas trop, ça on va la couper. Ou... Ouais, voilà, je vois. Oui, Donc, ouais, il y a des fois, ouais, t'aurais pu te retenir sur certaines. Bon, après, ah ouais, c'est vrai, je suis allé un petit peu loin. Mais après, c'est un exercice, tu vois, sur les premières saisons, autant on a pu recadrer certaines choses, autant sur la deuxième saison, il y a eu vachement moins de recadrage, et puis ça filait tout seul, quoi. Donc, c'est aussi une habitude que chacun prend là-dessus, quoi. Après t'as aussi des marqueurs vocaux, d'hésitation, qu'on peut tous savoir. Tu sais, le fameux oui, voilà, oui. bien guttural, hyper désagréable à l'oreille, qui te pourrit le travail de montage derrière, puisque t'as aucun temps mort, t'as aucun blanc que tu peux cut. Donc, alors que c'est très bien, hein, des blancs qui sont maîtrisés. Donc voilà. C'est des choses avec lesquelles tu t'habitues et puis qui transforment même ta manière de masteriser hors Actual Play, tu vois. Ouais, je vois, oui. T'as un peu après, forcément, au bout d'un moment, tu calibres un peu et tu penses à l'après, au montage ou même ou de l'autre côté de la caméra, en quelque sorte, sur comment ça va rendre. Exactement. Et il faut travailler un peu ça. J'avais un pote qui était dont la vocation, c'était conteur. Effectivement, lui, son but, c'était vraiment d'aller devant les gens et de dropper comme ça des contextes d'aventure. Et en fait, les gens choisissaient des contextes et il était conteur sur scène devant les gens comme ça. Et il improvisait des contes devant des gens. Et il m'a donné un tips que je conseille à tout MJ dans ses descriptions. C'est vraiment... En fait, la phrase, quand tu la formules, c'est une flèche. Quand elle part, tu dois savoir où tu vas, tu dois savoir où elle atterrit, et elle doit filer d'une traite. Tu dois pas avoir d'hésitation et de qui font que ta flèche, elle va pas atteindre ta cible. Ouais, je vois. Et donc, du coup, au moment où tu vas parler, tu dois savoir exactement ce que tu dis, et tu dois aller straight to the point. Oui, c'est ça. C'est très bien, ouais, comme métaphore. Et justement, ça a donné un peu le là, un peu sur... c'est ça. Pas passer de 200 ans à formuler, des fois, simplement dire la chose, on va dire, assez précise et qu'on soit compris. Et du coup, pour ce qui est, alors là, pour parler un peu du côté un peu technique de l'Actual Play, je voudrais un peu élargir un peu le tableau. Et il faut savoir que les Actual Play, quand même, de mon point de vue, je trouve que ça domine vachement le YouTube game. Ouais. On a parlé de La Bonne Auberge, Roll and Play, Game of Thrones, Table Quest, il y a même des youtubeurs connus qui sont venus tester, etc. Je pense à Kameto ou Ankil Studio et autres. Et c'est une question que j'avais posée. Avec plus ou moins de succès, pour certains. Avec plus ou moins de succès, exactement. Mais c'est une question du coup que j'avais posée à Hugo, le bon MJ. Bon, du coup, on était un peu resté sur notre fin parce qu'on n'avait pas réussi à trouver la réponse à cette question. Du coup, je la repose à toi. La pression. Ah, la pression, mon Dieu. Et du coup, pourquoi pareil engouement pour ce format selon toi, en fait, genre pourquoi vraiment c'est aussi regardé, aussi il y a beaucoup d'abonnés aussi. C'est d'ailleurs les chaînes le grand nombre d'abonnés de notre secteur d'activité, j'entends. Et franchement, je pense que c'est hyper compliqué comme réponse, comme question à laquelle répondre. Ah la question est pas vite répondue du tout, tu vois. Le truc, c'est bien complexe. Non, je pense qu'il y a plein de paramètres qui potentiellement, en fait, c'est un peu tous ces paramètres-là à la fois. Tu vois, je pense du fait d'apporter de la variété, parce que tu peux regarder des séries. Si t'es fan de séries de vampires, tu vas vite être limité, donc derrière tu vas te dire qu'est-ce que je vais regarder, et potentiellement le jeu de rôle peut être une solution. Tu peux être fan de séries de fantasy, et une fois que t'as poncé Game of Thrones et Ring of Powers, derrière tu vas dire qu'est-ce que je vais regarder. Le jeu de rôle peut être une solution aussi. Enfin voilà, tu peux avoir plein de variétés d'univers et plein de variétés de types de jeux. Tu vois, t'as de tout dans la commune des Actual Play, que ce soit, comme on disait, Roll and Play, Table Quest, La Bonne Auberge, tout ça qui propose des choses très différentes les uns des autres, avec des ambiances très différentes. Je pense à Globtopus aussi, qui propose des DA et des directions de jeu qui sont complètement différentes. Et déjà, cette variété, la mixité d'univers possible. Tu vois, moi j'ai parlé d'univers, à chaque fois, moi c'est mon kiff de me dire, tiens, je prends un univers de pop culture et puis j'essaye de le transformer en jeu de rôle. C'est vraiment la base de mon concept bac à sable à chaque fois. T'as la proximité à la communauté aussi qui peut l'expliquer, ou potentiellement en fait tu regardes sur cette chaîne là, effectivement on n'a pas énormément d'abonnés, donc assez rapidement dès que tu fais un commentaire on te répond, t'as un lien avec les gens, t'as des occasions de les rencontrer, les gens sont assez accessibles dans l'ensemble. T'as aussi les personnes à l'écran. Table Quest c'est un parfait exemple, quand t'as des alpha cast, des joueurs du grenier qui viennent autour d'une table, ou des MV
télé fibre tigre pour du Game of Thrones, bah clairement ça te fait venir aussi au jeu de rôle. Le confinement aussi peut l'expliquer, je dirais, parce qu'au final on était pas mal chez nous. Oui, c'est vrai. Donc oui, du coup, le jeu de rôle a eu aussi une fenêtre à ce moment-là, puis c'était un moyen de s'évader un peu, quoi. L'explosion des outils en ligne, bon, ça vient avec le confinement aussi. Les films et séries aussi qu'on voit qui motivent aussi pas mal à aller voir du côté des jeux de rôle, parce que la plupart du temps maintenant t'as souvent une version de jeu de rôle qui sort en même temps qu'un film ou qu'une série. Je pense à Dune qui est sorti avec un jeu de rôle qui est sorti dans le même temps, où t'as encore le jeu de rôle, enfin le film Donjons et Dragons quelque part qui fait le pendant inverse, qui t'amène au jeu de rôle par le film en te disant bah tiens qu'est-ce que c'est à la base. Donc je pense que t'as plein de potentiels marqueurs explicatifs du succès de l'actual play aujourd'hui. Puis pour reprendre les dires de plein de monde du milieu, notamment Lucien qui dit bah en fait le jeu de rôle c'est le meilleur jeu, c'est le jeu de société et le jeu vidéo optimal, quoi. C'est-à-dire que t'as un moment donné dans un jeu vidéo tu vas avoir le 4e mur qui va faire que tu vas être bloqué. Dans le jeu de société tu vas être bloqué parce qu'à un moment donné t'auras gagné le jeu et puis bah fini, et puis t'as des règles. Et puis bah t'as le jeu de rôle, où en fait t'as un mélange de règles, t'as un mélange de jeux vidéo et de liberté d'un monde ouvert, mais t'as pas de 4e mur, tu peux aller où tu veux, tu peux poursuivre l'aventure autant que tu veux, tant que ton MJ a de l'imagination. Franchement, c'est le feu, quoi. Oui, c'est ça, oui, une certaine... Il y a un côté un peu infini en termes de création, mais aussi, du coup, de production, du coup, et ce qui fait que un public, du coup, trouvera toujours chaussure à son pied en regardant, forcément, du coup, les actual play ou autres et tout, il trouvera tout, comme tu disais, voilà, il y a tellement de genres différents. Tu veux trouver un actual play sur Star Wars, tu vas sans doute trouver un actual play sur Star Wars, il n'y a pas de problème si Star Wars, c'est ton kiff. Puis, je sais pas, tu vois, c'est clair, hein, t'as les univers qui t'y amènent, et puis, je sais pas, moi, tu vois, autant il y a 5 ans, parler de jeux de rôle à mon boulot, ça me serait jamais venu à l'idée. Et aujourd'hui, on me dit, ouais, qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Je parle d'une partie de jeu de rôle, et puis les gens me demandent, ouais, ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que ça racontait ? Je trouve qu'il y a une ouverture dans la société aujourd'hui qui fait que les gens sont... Enfin, le jeu de rôle est un peu moins ostracisé. Et on vient de très très loin, c'est clair, et il y a une ouverture au jeu de rôle qui est... Voilà, on n'est plus les nerds dans une cave en train de compter des dés et en train de dire je suis magicien, ça marche pas comme ça. Enfin voilà, ça a vachement changé, quoi, aujourd'hui, le jeu de rôle aussi et la vision qu'il a. Donc t'as des gens qui veulent se tourner vers le jeu de rôle et qui savent pas non plus comment le faire. Et les actual plays sont un super moyen de s'inspirer, de voir un peu comment les gens jouent. Pour des MJ, de voir d'autres exemples de MJ. Alors il y a des pièges à éviter quand on fait ça, mais voilà, effectivement, c'est une clé d'entrée aussi pour pouvoir s'essayer au jeu de rôle, ou avant de s'essayer au jeu de rôle, voir à quoi ça ressemble, quoi. Et toi, du coup, tu en regardes, toi, de ton côté, en plus d'en faire des actual play, ou pas forcément ? Ouais, j'en regarde, effectivement. Alors j'ai mes grosses habitudes, les actual play que je regarde, où chaque fois que ça sort, je suis au taquet et je regarde. Tu vois, les roll and play, les table quest, la bonne auberge, c'est un peu tous ceux que je connais le mieux aussi, hein. Et puis après, de temps en temps, il y a des campagnes un peu, pas vraiment one shot, mais des courtes campagnes qui sortent aussi que j'aime bien regarder. Celle de Globtopus, Studio 4D2, un peu Bloodroll aussi, parce que je trouve qu'ils... Alors bon, c'est encore une fois des copains dont je parle, mais je trouve qu'ils sont très avant-gardistes dans ce qu'ils proposent, et je trouve qu'il y a une vraie volonté de faire de la qualité. Donc j'aime bien aller voir ce qu'ils font. Mais après ouais, j'aime bien essayer de regarder un peu tout ce qui se fait sur la scène quand même si je regarde pas de manière durable. Mais j'aime bien regarder par curiosité, voir qui sont les nouveaux qui arrivent aussi sur la chaîne jeu de rôle, voir aussi d'un point de vue technique ce qui se fait de nouveau, les originalités de jeux aussi qui se proposent. Enfin bref, je trouve qu'il y a une vraie richesse chaque année qui sort sur le jeu de rôle. Alors chaque année, malheureusement, il y a des gens qui disparaissent aussi. Alors pas de manière dramatique, hein. Oui, oui, mais bon, qui arrête, voilà. Ouais, voilà, comme n'importe qui. Moi je pense qu'un jour c'est pareil, on arrêtera peut-être de faire les dés sont jetés, on fera autre chose, hein. Voilà, c'est la vie, hein. Mais voilà, je trouve que chaque année il y a un renouvellement qui vient sur la chaîne jeu de rôle qui est hyper
hyper bénéfique et qui fait que t'as moyen de jamais te lasser du jeu de rôle quand même. Ah, c'est vrai, là, le truc... Et alors, du coup, tu parlais, justement, par exemple, Blood Roll, qui a un côté un peu avant-gardiste, etc. Et est-ce que pour toi, la formule actuelle, les actual plays, après, ça varie, mais quand même, il y a un peu un style que l'on retrouve, on va dire, il y a quand même une formule, on va dire, que l'on retrouve assez un peu partout. Est-ce que pour toi, elle est parfaite, ou genre, il y a peut-être des choses qui seront à changer, ou à évoluer, on va dire, à retravailler ou à parfaire, on va dire. Je suis d'accord sans être d'accord sur le fait qu'il y a une formule un peu type qu'on retrouve partout. Je dirais qu'il y a plusieurs formules un peu type qu'on retrouve partout, mais ça je vais pas forcément m'étaler sur le sujet, parce que déjà t'en as qui jouent en présentiel et d'autres en distanciel, donc déjà je pense que ça change énormément sur ces deux aspects-là. Après, effectivement, t'as certains actual plays qui vont plus loin dans la recherche d'innovation, dans l'immersion, etc. Et je trouve que c'est hyper bien de s'en inspirer, mais après, chaque actual play a ses défauts, quoi. Et si tu prends un roll and play, par exemple, bah, moi je trouve qu'un épisode d'1h30, voire parfois 1h45, c'est un poil trop long. Quand je vois qu'ils ont fait des épisodes de telle durée, je suis là, merde, ça va me prendre la semaine. Même si voilà, j'apprécie ce qui est produit, ou je sais qu'il y a des fois des gens aussi qui se plaignent d'aller peut-être trop loin dans le RP, ou des moments où ils passent peut-être trop de temps à s'embrouiller pour certaines questions, tu vois. D'un autre côté, on a Table Quest où ils s'embrouillent pas du tout, mais le surplus de blagues et l'absence de réelle immersion peut déplaire aussi à certaines personnes. Donc en fait, t'as un peu tout partout, donc je pense que c'est impossible de trouver vraiment une formule parfaite qui va plaire à tout le monde et qui va rassembler tous les rôlistes autour d'un actual play particulier. Mais je pense qu'effectivement, t'as toujours un mix où tu vas pouvoir pousser au max. Je pense que un décor type Aetherion ou La Bonne Auberge ou Table Quest, c'est l'optimum. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à des costumes et être déguisé, parce que je pense que c'est le moment où tu casses la dynamique jeu de rôle, où du coup bah tu comprends plus trop que c'est des gens que tu joues au jeu de rôle que tu regardes, tu te poses la question de où est-ce que ça s'arrête l'interprétation, quoi. Mais quelque part ça les aide aussi à se mettre dedans. Et puis je pense que la formule distanciel est certes bien, mais a énormément de limites dans tout ce qui est se sentir proche des acteurs, se sentir proche du cast, pouvoir aussi voir les interactions, créer du dynamisme, etc. Donc je pense que l'avenir du JDR en ligne a atteint, je dirais, son paroxysme. Il a atteint une formule qui pourra plus dépasser, parce que le max derrière est limité par la technologie aujourd'hui. À savoir que nous, quand on joue, il y a toujours parfois des moments où t'as des petits décalages parce que t'as une blague qui est sortie et puis t'as une petite seconde de décalage qui fait que derrière t'as les joueurs qui sont pas forcément hyper au taquet pour réagir dessus. Tu perds un peu de ton naturel sur cet aspect là. Donc je pense que la formule optimale, si je devais choisir une formule optimale, elle est en présentiel, avec des beaux décors, un bon son, parce que ça c'est ultra primordial, et puis un mix de une bonne ambiance mais quand même de l'immersion. Donc ouais, en fait pour moi le mix il est à mi-chemin entre ce que fait Globtopus, qui est hyper immersif, et ce que fait un roll and play ou un La Bonne Auberge, qui a de l'immersion mais qui le pousse pas encore à fond, mais derrière qui garde quand même de la bonne humeur et des enjeux à sa table, quoi, tu vois. Ouais, je vois, c'est le truc ça. Alors moi c'est vrai que moi de mon point de vue, alors je suis pas pour parce qu'on me demande souvent ce que je vais faire des actual je sais que t'es pas hyper fan, toi. C'est vrai que moi je suis pas le public cible. Alors évidemment qu'on m'invite pour participer, j'accepte très volontiers, évidemment. Là on participe tous les deux au DICE cette année, mais bon voilà, moi en faire pour l'instant je dois prendre le temps de décortiquer le concept, et c'est pour ça que tu fais cette émission. Exactement. Le mec qui récupère des infos. je me renseigne parmi les professionnels. Attention, actu pour vous, fans du scénarurgien, bientôt un actual play complètement pompé sur tout ce qu'on aura dit. Voilà, alors comme il a dit le truc, je reprends les notes.
C'est allez, prochaine question, c'est alors ton micro, tu le règles à combien de hertz exactement, quel angle de caméra tu prends. Parlons donc technique. Et disons, oui, c'est vrai, j'essaie un peu de prendre un peu le concept et vraiment un peu de le désosser complètement pour essayer de reconstruire le truc, un peu comme si je sais pas, tu vois, je cassais un Lego pour ensuite le refaire en oubliant des pièces sur le côté volontairement, parce que par exemple un truc qui est complexe à briser pour moi, c'est le temps, c'est-à-dire de effectivement voir, comme tu dis, des épisodes d'1h40, 1h45, 2h et quelques plus. Je suis là, je me dis mais pétard, je vais pas avoir le temps de regarder tout, genre même moi des films Netflix, je les regarde en morceaux, c'est-à-dire un film d'1h30, c'est 3 morceaux de 30 minutes et encore je suis là en mode purée, c'est fou. Après, tu vois, je pense que sur la formule temps vis-à-vis de YouTube, et à distinguer de Twitch encore une fois, puisque la durée optimale n'est pas la même. Je pense que sur Twitch, effectivement, sur une soirée, la durée optimale, c'est grosso modo de 19h à 23h, puisque du coup, à partir de 19h, t'as les gens qui commencent à se mettre à manger, donc tu les accompagnes pendant leur soirée, et à partir de 23h, les gens vont aller se coucher, donc c'est clairement pas la peine d'aller plus loin. Et du coup, t'as cette durée optimale pour Twitch. Pour YouTube, la durée optimale, en fait, elle est sur le temps d'un trajet pour aller au taf, grosso modo, ou sur une pause du déjeuner, donc tu table plus dans des 45 minutes à 1 heure grand max, quoi, par épisode. Alors après, t'as des bonnes techniques, je veux dire, entre guillemets, ça c'est un petit peu le petit tips de tournage que nous on fait, c'est-à-dire que tu fais un live de 19 à 23 heures, ça te fait 4 heures de live, tu le redécoupes en 4 épisodes, et paf, tu balances ça sur YouTube. je note. Oui, je vois, mais c'est ce qui m'avait plu, justement. Après, justement, c'était ça, c'était d'avoir réussi un peu, d'avoir compris cette idée de découper et de faire. C'est l'aspect logistique un peu facile, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, je pense qu'il faut que j'arrive à orienter le truc pour que ce soit voilà, si j'en fais un jour, pour que vraiment la variable temps soit au maximum vraiment calibré pour permettre d'avoir un truc assez dynamique, parce que je me dis mais je fais des, voilà, c'est vraiment comme je disais quoi, le temps et quand vraiment je regarde des épisodes quand je vois des épisodes de 2 heures, je me dis c'est peut-être très passionnant, mais moi je vais pas pouvoir rester 2 heures comme ça devant mon écran à écouter ce qui se passe. À un moment donné, je vais péter un câble. C'est clair, mais tu vois, moi, des épisodes de Roll & Play qui durent 1h30 à 1h45, en fait, moi je les écoute pendant mon trajet pour aller au travail le matin et le soir. Et en fait, ça me prend 2 à 3 jours pour les écouter en entier. Tu les fragmentes aussi, oui, voilà, après c'est totalement libre de fragmenter, oui, c'est sûr. Hein. Tu les fragmentes, mais quelque part, je trouve que c'est dommage parce que ça segmente aussi ton expérience de l'épisode, tu vois. Ça te sort de l'épisode et tu dois te remettre dedans et te remettre dans le contexte et te dire ah, ils en étaient où, de quoi ils étaient en train de parler, etc. Ouais, c'est ça, oui. C'est un petit peu délicat. Donc c'est vrai. Après, c'est un peu le pareil dans les films aussi, où là, tu fais oulala, le truc. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr. Bon, après, t'essaies de couper à peu près à des moments. Un bon Seigneur des Anneaux en version longue. Fragmenté. Oh purée, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai trouvé pire que le Seigneur des Anneaux en termes de durée, en version longue. Tu as, je crois, Les Trois Royaumes. Putain, oui, d'accord. C'est un film asiatique qui dure, je crois, 4 heures. Littéralement. Bon, faut s'accrocher le marathon, là. C'est ça. Alors, du coup, aussi, bon, là, on a parlé un peu, en plaisantant, on a parlé un peu de la technique, etc. Pas sans rentrer dans l'idée de l'angle de caméra précis et tout. Mais si jamais, bon, il y a quelqu'un là qui nous écoute et qui aurait envie de se lancer dans les actual plays, ce serait quoi tes conseils, on va dire? Alors, pas non plus déplier le livre complet des conseils, mais genre un petit peu les écueils à éviter, les bons réflexes à avoir, même si on a déjà un peu abordé cet aspect-là dans les premières questions. Et voilà, le travail, et peut-être après aussi découler aussi, en gros, sur le travail que ça demande pour le côté maître du jeu, on entend, parce que c'est vraiment celui qui fait un peu le plus de taf, on va dire, dans l'idée. Écoute, la base, c'est un bon micro. En fait, on se le dit assez rarement, enfin non, on se le dit même très souvent dans le milieu.
L'essentiel, c'est d'avoir un bon micro, la caméra, ça suit derrière. C'est pas trop grave si t'as un visuel qui est pas ouf, quoi. L'essentiel, c'est d'avoir un bon micro. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, ils t'écoutent, mais ils regardent d'un œil pas très attentif l'actual play. La plupart du temps, il y en a beaucoup qui écoutent ça en podcast, justement, ou pendant leur trajet pour aller au boulot, etc. Donc ils sont assez peu concentrés sur le visuel. C'est toujours bien d'avoir un beau visuel parce que t'en as toujours quelques-uns qui vont le regarder le soir en mangeant et donc en divertissement réel, quoi. Mais c'est un peu secondaire. Et après, ce que je dirais, alors c'est un peu paradoxal, mais je pense que si on a des joueurs, il faut qu'on les voit, donc à minima avoir des caméras pour voir les joueurs si on joue en ligne. Pour moi, c'est la moindre des choses, parce que ne pas voir des joueurs, je trouve c'est vraiment couper une interaction et couper un attrait pour le public. Alors je dis ça, mais moi sur mes parties du jeudi où on joue à l'arrache sur Dune en ce moment, il n'y a pas de caméra pour mes joueurs. Donc c'est vraiment pour poursuivre tout ce qu'il faut pas faire, venez me voir le jeudi soir sur Twitch. Je vois, oui, quand même, c'est important d'avoir ça, c'est vrai que le son, oui, très 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 important. On arrive maintenant à avoir des micros quand même qui ont de la gueule quand même, pour pas non plus excessivement cher. Assez accessible effectivement en termes de prix, quoi. Oui, c'est vrai. Tu vois, un Yeti, bon, c'est pas le plus facile à régler, c'est même peut-être un des plus chiants à régler en termes de technique, mais c'est abordable. Et puis tu regardes sur internet, tu vois des techniques pour le régler, puis c'est bon, quoi, au pire. Donc c'est accessible. Après, tu vois, il faut aussi, en termes de recrutement des joueurs et des joueuses, trouver des gens déjà avec qui tu t'amuses, où tu sens qu'il va y avoir une bonne synergie entre eux, que tu sois fan de tes joueurs, c'est une des choses essentielles, parce que si t'es pas fan de tes joueurs, tu vas pas vouloir les écouter très longtemps. Donc c'est quand même la base si tu veux que ça dure un moment. Donc moi ce que je dis souvent, c'est qu'il faut une caution divertissement dans le cast, donc qui va être là pour faire des blagues, mais qui sait aussi avoir un petit côté sérieux et qui va savoir quand c'est pas le moment de faire des blagues et quand c'est le moment de lâcher une bonne punchline. Et puis une caution aussi qui soit un peu plus roleplay sérieux, voire une caution intellectuelle, on va dire, qui va bien formuler ses phrases, qui va recentrer sur le jeu, qui va savoir voir les énigmes où il y en a et orienter le groupe. Moteur d'intrigue, quoi, voilà, quelqu'un qui... Exactement, ouais, c'est ça, qui va être ton meilleur allié au moment des parties, quoi. Ouais, voilà, qui ramène le groupe si jamais ça se disperse un peu sur un truc, genre, qui recentre, etc. Je vois. Ce qui n'y aurait pas forcément besoin dans une partie classique, mais là, voilà, pour dire un peu, c'est quand même pratique, on va dire, de quelqu'un qui relance un petit peu justement le rythme, donc, parce que jamais il y a des pertes. Tout à fait, exactement. Et puis après, en termes de jeu, savoir écouter ses joueurs, parce que on n'est pas là pour écouter que le MJ, on est là aussi pour voir les joueurs jouer, donc les laisser jouer et les écouter et rebondir sur leurs propositions. Ça, c'est la base de tout MJ, j'ai envie de dire, à la base, même si... tu vois, par stress, je pense, si on reprend la saison 1 des Dés sont jetés, il y a des moments où je me dis, quand je réécoute les épisodes, je me dis, mais ta gueule, c'est pas possible, mais je parle trop, ou mes descriptions sont parfois trop longues, donc il faut être concis aussi sur les descriptions, savoir aller straight to the point, encore une fois. Et puis un petit conseil que j'aime bien donner au MJ, c'est même si on est en ligne, et pas forcément autour d'une table, masteriser debout. Ça, c'est vrai que ça m'avait surpris, je t'avais vu le faire, ça m'avait pas mal surpris. En fait, pour moi, j'arrive pas à masteriser assis personnellement, parce que je suis de l'école du théâtre, et quand j'interprète des personnages, quand je veux donner une impulsion et une intention à mes joueurs, j'ai besoin de le jouer physiquement et d'être debout. En fait, ça me permet de mieux incarner aussi mes personnages, plus des conseils d'interprétation, mais tu vois, c'est être debout. Quand tu joues un vieillard, tu vas avoir tendance à te courber, ça va t'aider tout de suite à mieux le jouer. Ou si tu veux jouer un garde, tu vas te tenir très droit, la posture militaire, tout ça, donc ça va t'aider tout de suite à rentrer dans tes personnages et à aller dans l'effort, je dirais, audio aussi, d'interprétation de tes personnages. Donc ça, pour moi, c'est une des clés qui fonctionne bien sur un actual play. Et puis derrière, après, faut pas avoir peur de se lancer, même si on n'a pas une qualité qui est proche de la perfection. L'idée, c'est d'avoir une qualité qui est juste clean comme il faut pour au moins se lancer et pouvoir au moins tester les premières approches de jeu auprès des spectateurs, tester la formule qu'on a et pas viser directement la perfection et l'irréprochable, parce que sinon on se lance jamais, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, le diable est dans les détails, quoi.
Oui, c'est vrai. Puis même moi, je vois, première vidéo de ma chaîne, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis lors. Donc, pas chercher non plus à être top dès le départ, parce que de toute manière, il y a pas mal de trucs qui viennent avec la pratique, justement. Et puis aussi, une chose qu'on oublie la plupart du temps, c'est que l'idée de faire quelque chose sur YouTube, c'est de produire quelque chose qu'on a envie de regarder nous-mêmes. Et pas juste prendre une partie qu'on a enregistrée, l'uploader sans la mettre en forme comme on aimerait la voir nous-mêmes. Alors il y a des gens, ils aiment voir une partie d'une traite sans pause, avec toutes les hésitations des joueurs, le temps de réflexion, etc. C'est peut-être un public, c'est pas ma cam, mais il y a peut-être un public pour ça. Mais personnellement, moi ce que j'aime, c'est des épisodes qui sont dynamiques, qui sont montés, où on voit quand même les temps de réflexion, les temps d'hésitation, mais où il y a quand même un certain rythme qui est entretenu pour pas qu'on ait le temps de s'ennuyer, juste ce qu'il faut pour qu'on ait le temps de réfléchir aussi. Et donc du coup, bah voilà, faut vraiment travailler sa formule, à mon sens, pour produire quelque chose qu'on a vraiment envie de regarder et pas juste uploader un épisode sur YouTube sans regarder ce qui se passe derrière et passer à la suite. Et voilà, faut apprendre de ses propres enseignements, je dirais. Ouais, c'est ça, oui, bah oui, le truc d'être un peu son premier spectateur, mais pas non plus trop rude, mais quand même un peu critique malgré tout. C'est ça. Pas de... Être le premier juge, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais un juge constructif, c'est important. Ouais, voilà, c'est ça, oui, parce que bon, on va pas se descendre ou autre, mais bon, faut quand même comprendre que des fois, il peut des choses à recalibrer, refaire. Hein. Il faut avancer petit à petit, mais ça, évidemment, bah, ça vient avec la pratique, hein, on le répète encore une fois. Et du coup, donc là, après, bon, là, il y a un peu le terme de fin, on va dire, clore ce podcast, un petit peu, c'est un peu les pensées libres, les discussions libres, ce qui est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, qu'on peut discuter dans les prochaines minutes, ou une question que je ne t'ai pas posée, un peu que tu aimerais un peu que l'on forcément, hein, ce n'est pas, on n'a pas de pression. Ouais, non, franchement, j'ai pas beaucoup de choses en plus à dire, à part si vous avez un monteur, c'est le feu. Voilà. C'est vrai, oui, ça c'est pour tout beaucoup, hein, c'est le monteur, c'est le feu, ça c'est vrai. Ouais, parce que en soi, vous allez en passer des heures à revoir votre épisode, à cut des moments qui vous plaisent pas, à essayer de dynamiser certains autres, à rajouter de la musique par-dessus l'épisode, à essayer d'optimiser la qualité sonore, la qualité graphique, etc. Donc, soit c'est quelque chose qui vous botte et vous avez envie de vous y mettre à fond, et franchement, vous allez y passer du temps, hein. Faut vraiment se dire, en fait, faut se dire, un actual play, si t'as déjà un travail à côté, que t'es pas en train de te dire, il faut que j'occupe mon temps libre parce que je m'emmerde dans ma vie, il faut que tu sois conscient du temps que ça va te bouffer à côté, concrètement. Même si t'as un monteur, hein, parce que en termes de préparation, c'est comme un MJ sur table qui fait des maquettes, où au départ, il va faire une toute petite maquette et il va se dire, ah, ça a trop bien marché avec mes joueurs et tout, ah, je vais faire des maquettes un peu plus évoluées, donc du coup, il va regarder sur internet, il va s'améliorer, il va perfectionner sa technique, puis il va proposer des maquettes, à un moment donné ça va être le château de Frankenstein, quoi, ouais, voilà, sa maquette. Donc tu te dis, puis le mec il va te dire, j'ai passé un mois complet sans dormir. J'ai fait tout ça avec des allumettes. Alors, donc au début ça va être ça, c'est que en fait on passe de plus en plus de temps, on investit du temps pour être de plus en plus perfectionniste aussi sur ce qu'on fait. Donc il faut savoir se dire à un moment donné, là j'ai atteint le niveau où plus de perfection ça sert pas forcément à grand chose, moi ça me bouffe plus de temps, et savoir dire stop aussi sur ce qu'on veut produire en plus, et pas faire un burn-out de production, quoi, derrière. Donc faire attention à ça, et le monteur peut t'aider, mais un monteur, tout travail mérite salaire. Voilà. Ou alors il faut avoir la chance de trouver quelqu'un comme nous on avait sur la saison 2 et la moitié de la saison 1, quelqu'un qui avait envie de faire ses armes sur du montage, et qui avait envie de participer au projet, et qui s'est investi gratuitement dans le projet. Ça, franchement, je le remercierai jamais assez pour ça. Merci Baptiste. Et c'était fou. Et évidemment, au bout d'1 an et demi, quand il a dit, écoute, je vais plus avoir le temps parce que maintenant je suis monteur pro et que j'ai plus le temps de m'occuper des épisodes. Évidemment, tu dis merci et puis bonne chance pour la suite, quoi. Non, reste là, non. C'est non. Tu dis à ton patron que c'est non, c'est pas possible. Et oui, c'est le truc. Ça après, ça c'est le montage. Bon, moi c'est un peu le bon. Ça va, j'aime bien, mais pas trop longtemps non plus, quoi. Donc c'est vrai que ça aussi, pensez-y. Le montage, c'est même pas grand chose. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ou tu travailles un format qui va te demander
beaucoup moins de montage, tu vois. Oui, voilà, genre un format Twitch où t'auras au préalable travaillé, c'est d'où l'importance vraiment du rythme au moment de la narration. Si t'as vraiment travaillé ton rythme lors de ta partie, bah t'as beaucoup moins de montage à faire derrière, parce que ton rythme est bon et que derrière t'as très peu de coupes, quoi. Et puis même en soi, en termes de visuel pour les viewers, même si on voit tout dans l'actual play aujourd'hui, pour moi l'essentiel c'est de travailler son rythme pour avoir une partie qui retombe pas comme un soufflé au fromage, quoi. Que tu fasses monter la pression et que au moment où Edouard descend, c'est le moment que tu avais prévu et pas un moment où tu te dis j'ai pas prévu ça, tu vois. Ouais, je vois. Bon, bah, je pense que c'est sur cette métaphore fromagère parfait, que l'on va pouvoir se laisser. Bah, en tout cas, merci beaucoup Goldie d'être venu nous parler de ton expérience sur les actual play. Et, avec grand plaisir. Petite expérience, hein, pas encore. Petite expérience, mais quand même, expérience expérience passionnée. Alors évidemment, pour les auditeurs, vous retrouvez la chaîne de Goldie et vers ses liens aussi. Enfin, s'il a d'autres liens à me passer, tout sera bien évidemment dans la description, vous aurez tout ça. Et du coup, voilà, donc nous on va vous souhaiter une très bonne journée, semaine, soirée, en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Bien voilà, donc Goldie, merci encore une fois. Merci à toi pour l'invitation. Et avec grand plaisir, du coup, donc de mon côté, Goldie et moi, nous vous souhaitons tous les deux une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était le scénariste en compagnie de Goldie de la chaîne Les Dés sont jetés. Ciao, bonsoir, les studios. Ciao, bonsoir.